Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Vous qui connaissez cette chaîne, vous reconnaissez ce rictus ridicule que j'ai quand j'ai lu un papier qui m'a passionné et que je vais essayer de vous vulgariser. Ce papier, c'est celui-ci dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime. Alors vous savez que je parle souvent sur cette chaîne du problème qu'on a en psychiatrie dans la classification des maladies et dans la description des maladies. J'ai fait une vidéo récemment un petit peu vulgaire, je m'en excuse, qui s'appelait les diagnostics de merde. Bon, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Mais qui explique que vraiment, il faut qu'on arrête d'inventer des diagnostics qui sont pas propres, qui correspondent pas à une réalité biologique, parce que finalement, on s'en sort jamais. Bon. Alors là, cet article, il est intéressant parce qu'il va parler du trouble du spectre de l'autisme. Et il va insister sur un point qui est problématique, article publié dans Nature, hein, pour information, donc un très très grand journal, qui va dire, voilà, on a un problème d'hétérogénéité majeure dans le trouble du spectre de l'autisme. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent ce diagnostic en fonction des critères qui ont été établis, et qui font autorité en ce moment, eh bien, c'est des gens qui sont finalement extrêmement différents en termes de symptômes, en termes de fonctionnement biologique, en termes de génétique. Et c'est un problème parce que si on définit mal quelque chose, une problématique, eh ben, on n'arrive pas à trouver une solution à cette problématique. C'est logique. Il faut définir correctement le problème avant de chercher une solution. Bon. Et là, finalement, le problème, il est mal défini. Le diagnostic de TSA, il est pas opérant. En tout cas, il est peut-être opérant pour les gens qui sont rassurés d'avoir un diagnostic, ce que je comprends, mais il n'est pas opérant pour essayer de trouver des solutions pour ces personnes-là, il n'est pas opérant pour faire de la recherche. Bon. Et ça, vraiment, c'est dit de manière très explicite dans cet article. Et donc, forcément, moi, je me bats pour ça, donc je suis ravi de voir que des gens infiniment plus compétents que moi ont ce sentiment. Finalement, eux, ils proposent autre chose. Ils disent, bah voilà, on va faire une recherche un peu différemment. C'est-à-dire, on va pas faire la recherche sur le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. On va s'intéresser à certains gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans le TSA de manière relativement fréquente. Il y a des centaines de gènes impliqués. Et on va essayer de faire un lien entre ces gènes et un dysfonctionnement, le dysfonctionnement qui est probablement le plus fréquent et le plus commun parmi toutes ces personnes qui souffrent d'un TSA, qui est le déficit en interaction sociale, le déficit en théorie de l'esprit, en empathie, c'est-à-dire cette difficulté à inférer, à se représenter les états émotionnels, intellectuels des autres. C'est-à-dire cette difficulté à lire dans les pensées, pour faire simple. C'est-à-dire que nous, en permanence, tout le monde lit dans les pensées des gens. On essaie toujours de... Alors, le cerveau fait ça de manière automatique, hein, d'analyser les mouvements d'yeux, les mouvements de muscles du visage, la posture, la tonalité, la syntaxe. Enfin, il y a 1 milliard de paramètres que le cerveau interprète en permanence quand il observe quelqu'un ou quand il communique avec quelqu'un, pour se représenter comme dans quel état il est, dans quelle étagère, j'allais dire, voilà, comment ça se passe dans sa tête, à quoi il pense, quelles sont ses émotions, etc. Et effectivement, chez les personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, eh bien, on retrouve souvent un déficit important dans cet élément-là. Et on sait que ces éléments-là, on suppose que l'ocytocine, qui est une molécule qui circule dans le corps et dans le cerveau, est impliquée, on pense qu'elle est impliquée dans cette symptomatologie-là. Et donc, cette étude, elle cherche à faire un lien entre tout ça, c'est-à-dire entre certains gènes, l'ocytocine et les interactions sociales. Et donc, elle va prendre un modèle animal, un modèle de souris. Ils vont enlever à la souris une partie de son patrimoine génétique, un gène en particulier qu'on appelle NLGN3, d'accord ? Et en enlevant ce gène-là, ils vont un petit peu observer ce qui se passe en la confrontant aux interactions sociales nouvelles, c'est-à-dire qu'ils enlèvent ce gène de la souris, et ensuite ils testent un petit peu avec un test standardisé comment elle réagit face à une interaction sociale nouvelle avec une autre souris, d'accord ? Et on voit que quand on enlève ce gène aux souris, eh bien, elles se comportent comme pourrait se comporter quelqu'un qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire avec une difficulté d'interaction sociale, une anxiété, voilà, qui fait que le comportement n'est pas le même qu'une autre souris et que c'est assez handicapant du coup pour l'interaction sociale nouvelle. Bon. Et ensuite, ils font plein d'analyses pour essayer de voir si l'ocytocine est impliquée là-dedans. Et ils se rendent compte que oui, c'est-à-dire que le fait d'enlever ce gène-là, et donc la protéine NLGN3, va venir modifier le fonctionnement de l'ocytocine. Et cette modification du fonctionnement de l'ocytocine va notamment avoir un impact dans certains neurones dopaminergiques, dans certaines zones du cerveau. Et c'est cet élément-là qui va faire qu'il va y avoir une difficulté d'interaction sociale. Donc il y a plein de manips qui sont faites pour montrer que tout ça est vrai.
Élément supplémentaire très intéressant, ils ont proposé de tester une nouvelle molécule très spécifique, dont je vous passerai les détails, pour voir si cette molécule, chez ces souris qui n'ont plus ce gène, donc plus cette protéine, donc qui ont cette difficulté d'interaction sociale, eh bien si cette nouvelle molécule, qu'ils vont lui donner comme un médicament finalement, permet de normaliser ça. Et la réponse est oui, ils ont trouvé une molécule qui permet de normaliser le comportement social, l'interaction sociale nouvelle, donc face à cette situation où la souris qui finalement n'a pas ce gène-là, est en difficulté en théorie d'interaction sociale, quand on lui donne la molécule, eh bien, quelque part, ça la soigne, en tout cas, ça soigne ce comportement précis, et ça lui permet d'avoir de meilleures interactions sociales, alors qu'elle a toujours ce problème de gène, on lui a toujours enlevé ce gène. Et on se rend compte que cette meilleure interaction sociale, effectivement, passe par une normalisation de l'ocytocine dans ces neurones dopaminergiques. Donc finalement, la boucle est bouclée, cette étude a réussi à démontrer l'ensemble de ce qu'elle voulait démontrer de manière extrêmement élégante. Ce qui est génial avec ces articles dans Nature et dans Science, c'est que c'est une sorte de démonstration mathématique qui s'enchaîne de manière très fluide. C'est un bonheur à lire. Alors moi, il y a plein de choses que je maîtrise pas bien dans les techniques utilisées, mais on leur fait confiance évidemment. En tout cas, on fait confiance à Nature pour s'assurer que ce qu'il nous raconte est vrai. Et je pense qu'on a raison. En tout cas, c'est raisonnable de le faire, et c'est en tout cas ce qu'il y a de plus raisonnable à faire. Bon, donc voilà, un article passionnant, moi qui m'a passionné et qui conclut, vraiment ils enfoncent le clou en disant que si on veut avancer sur comment aider les personnes qui reçoivent ce diagnostic de TSA, eh ben, il faut peut-être changer notre manière de faire, arrêter de vouloir trouver un traitement contre le TSA, parce que c'est quelque chose de trop hétérogène, et il faut s'intéresser à des petits morceaux, à des domaines, voilà, et non pas à un aspect de symptomatologie catégorielle comme ça, où on compte les trucs et puis on dit, bah voilà, vous avez un TSA. C'est pas comme ça qu'on va aider les gens, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, tout ce que j'aime dans cet article, vraiment tout ce que j'aime, je vous remercie beaucoup d'avoir tenu 7 minutes. Je me dis que si vous avez tenu 7 minutes, c'est le moment de vous abonner. C'est-à-dire que ça me semble raisonnable de se dire, quand même, j'ai écouté ce mec parler 7 minutes d'un truc quand même un peu technique. Bon, peut-être que ça me plaît. Peut-être que, même si j'ai pas envie que ça me plaise, peut-être que ça me plaît quand même. Parce que 7 minutes, c'est long quand même. Et donc, peut-être, il faut que je m'abonne. Ça, c'est important. Finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent le contenu sans être abonnés que de gens abonnés. C'est 70-30. Donc, abonnez-vous. Ça vous coûte rien. Vous regardez ces vidéos régulièrement, je le sais. Mais ne me faites pas croire que c'est la première. Je sais bien que c'est pas la première. Voilà. Donc, abonnez-vous. Et si c'est la première, ce sera pas la dernière, vous verrez. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous intéresse et qu'il y aura plein de vidéos qui vont vous intéresser. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être informé des nouvelles notifications. Laissez un commentaire et surtout partagez. C'est comme ça que vous nous aidez le plus. Je vous rappelle que cette chaîne est purement associative, zéro monétisation. Voilà, aidez-nous.